Good Morning Business. Le débat. Oui, cette cure d'austérité et ce doute sur la stratégie de Danone et de son directeur général Emmanuel Faber, héros de la RSE, salué souvent par les médias pour son virage. Mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde la dernière ligne, les ventes, la première et la dernière, les résultats, est-ce qu'il ne se fourvoie pas ? C'est-à-dire que, oui, il incarnait, notamment depuis sa fameuse prise de parole devenue célèbre devant les étudiants d'HEC, il incarnait le patron social, le patron presque parfois en rejet du capitalisme, souvenez-vous. Et puis il y avait ce grand virage de Danone qui allait devenir une entreprise à mission, qui allait inscrire des raisons d'être absolument partout, à tel point qu'on se demandait si elle n'avait pas effectivement totalement changé d'objet par rapport à ce qu'on peut imaginer d'une entreprise traditionnelle. Et puis ça va dans toute cette mouvance qui consiste à penser que l'entreprise est là pour faire le bien de l'humanité, avec une grande mission sociale, presque une mission sociale de l'Église, si vous voulez. À nourrir la planète pour Danone ? Eh bien, on se rend compte que c'est pas ça. La réalité d'une entreprise, ça s'appelle marge, ça s'appelle profit, ça s'appelle rentabilité. Ça s'appelle gain de productivité aussi, puisque dans le plan, il a présenté son plan non pas comme une restructuration, mais comme une réinvention, pour essayer de rester dans cette image qu'il véhicule. C'est toujours ce qu'on dit. Il parle de relocalisation, de rapprocher les consommateurs des centres opérationnels. Et on a l'impression qu'effectivement, à partir du moment où on va redonner du pouvoir localement aux équipes dirigeantes de Danone, tout va être réglé. Eh bien, on se rend compte que non, ce sont bien la rentabilité, les marges, les profits, les gains de productivité. Les investisseurs, quand vous avez 9 euros sur 10 qui sont flottants sur les marchés et que votre action a perdu 30% sur un an et que vous avez perdu 15 milliards d'euros de valeur boursière, les fondamentaux de l'entreprise sont éternels. Ouais. Et quand les autres groupes de l'agroalimentaire font beaucoup mieux que vous ? Ils sont têtus, et d'ailleurs c'est pareil, le driver, ce n'est pas la RSE, c'est la concurrence, et on a en face des groupes comme Nestlé, comme Coca, et donc il est rattrapé par la réalité. D'ailleurs je me souviens très bien, lorsqu'il avait fait parler de lui avec cette fibre sociale très affirmée, on s'était tous dit qu'un jour ou l'autre, il risquait de se faire rattraper de lui-même par la réalité. Il y a déjà eu cette passation de pouvoir un petit peu complexe avec sa numéro 2 qui a été écartée de l'entreprise. Elle a été écartée, oui. On n'a pas trop compris pourquoi. Il y a un début de crise de gouvernance chez Danone, parce qu'il y a eu des départs répétés. Franck Ribou qui a un peu commencé à sortir aussi du bois. Ouais, donc pour moi, dans ce qui se passe là, alors je comprends très bien ce qui s'est produit avec la crise sanitaire qui a complètement laminé les ventes de bouteilles d'eau dans le monde entier, les bars fermés, les restaurants fermés, il n'y a plus rien dans les gares, dans les aéroports, qui sont un marché énorme. Mais voilà, cette histoire en fait ramène cette entreprise à la réalité de ce qu'est une entreprise. Si elle est pas là pour vendre quelque chose et pour fédérer des clients autour de ce qu'elle vend, eh bien ça marche pas, en dépit de toutes les promesses, la main sur le cœur, et c'est pas mal de le rappeler, sans pour autant remettre en cause les volontés sociales et les engagements sociaux. Non, il ne faut pas jeter la RSE avec l'eau du bain. Il y a un driver, l'eau de la bouteille. C'est la concurrence, ce sont les investisseurs qui détiennent votre capital, et c'est la quête de profit. Voilà. Il faut le regretter, Jean-Marc Daniel, c'est dommage effectivement que en raison de cette crise, des entreprises qui portent ces valeurs-là soient effectivement un peu disqualifiées ? Ah non, pas du tout. Là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Doche, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le bon critère, c'est la rentabilité et le bon garde-fou, c'est la concurrence. Mais quand il dit, on croyait que l'entreprise était là pour faire le bien de l'humanité, mais non, elle est là pour faire des profits. Faire des profits, c'est faire le bien de l'humanité. Faire le bien de l'humanité, c'est développer la croissance économique, c'est améliorer le niveau de vie de la population, c'est améliorer la richesse de la population. Et pour améliorer la richesse de la population, il faut des entreprises qui font des profits dans le garde-fou et la concurrence, et dans le but ultime est de satisfaire le consommateur. Avec la limite du développement durable et de ne pas épuiser nos ressources. Alors ça, c'est une autre limite. Mais cette limite-là, elle n'appartient pas à l'entreprise. Cette limite-là, c'est ce qu'on appelle en économie des externalités. Et les externalités, c'est l'État qui le traite. Il n'y a qu'à faire une taxe carbone. Et on traitera le problème de ces externalités. Concrètement, ce qu'il y a dans cette aventure et dans cette affaire, je pense, c'est deux éléments à retenir. Le premier, c'est que Friedman avait raison en 1970. C'est-à-dire que dans cet article célèbre où il disait « business of business is business », il expliquait bien que une entreprise qui est soumise à un certain nombre de contraintes concurrentielles, à la fois optimise le niveau d'organisation, c'est ce que montre le modèle classique, néoclassique de l'économie, et répond aux attentes de la population. Et le deuxième élément que met en avant, c'est que le dirigeant d'entreprise
n'étant pas par nature fondamentalement différent des autres hommes, il n'est pas plus sadique que les autres. Et donc, il n'a pas comme objectif systématiquement de torturer ses employés, de mentir à ses clients, d'arnaquer ses actionnaires. Et donc, je pense que dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que Danone, et la deuxième remarque que je ferai, c'est quand même que Danone est quand même une entreprise qui est très symbolique. Je rappelle qu'en 2005, Dominique de Villepin avait réintroduit le terme de patriotisme économique face à une OPA qui était lancée par Pepsi Cola contre Danone, en disant Danone, ça fait partie du patrimoine national. Donc Danone, c'est une entreprise qui est symboliquement très forte, et donc ce symbole s'est constitué sur un certain nombre d'éléments. Je crains qu'effectivement, à force de courir après le symbole, on ait oublié, comme l'a dit Nicolas, la réalité. Avec un risque, d'ailleurs, vous le redisiez, hein, de devenir une proie. Hein. On n'est pas là, justement. L'objectif, c'est de réaliser 1 milliard d'euros d'économie, de retrouver une rentabilité et une valeur boursière qui correspondent à l'entreprise. Alors, pour l'instant, Emmanuel Faber explique son argument, si vous voulez, pour essayer de ne pas trop abîmer sa fibre sociale sur laquelle il s'est très largement construit, et sciemment, franchement sciemment, c'est d'expliquer qu'on va principalement toucher les fonctions dans les sièges du groupe. Les sièges du groupe en France, à Rueil-Malmaison, à Paris, il y aura 400-500 personnes concernées. Et les sièges au niveau mondial, sous-entendu, nous n'attaquons pas aujourd'hui les cols bleus, les métiers de politique industrielle. Ouais. Après, il ne s'est pas caché dans ce plan qui a été baptisé Local First, hein, retour au local, qui avait quand même tout un volet de digitalisation et de robotisation, de manière à vraiment réaliser des gains de productivité. Après, proie, je ne sais pas, réorganisation du groupe avec abandon de certaines activités. Quand vous voyez le nombre de marques que Danone possède dans le monde, dans le domaine de l'eau, il n'est pas impossible que le périmètre évolue. Merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.